Ça fait quoi d'être champion de France ? C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, c'est énorme. Quand j'ai prolongé mon contrat, je leur ai dit mettez-moi une prime de champion de France. Et ils ont tous rigolé. Tous. J'ai pas compris. J'ai dit mais pourquoi vous rigolez ? Ils m'ont dit parce que c'est Paris Saint-Germain qui sera champion de France. Je suis persuadé, là j'en suis convaincu, que le mélange de sport, il y aura des gens qui s'aiment pas évidemment, mais ça se fera naturellement. Ceux qui s'aimeront feront des beaux projets ensemble et leur force financière sera décuplée. J'ai fait aussi pas mal de choses pour voir ce que je voulais pas faire. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut essayer. Tout essayer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire dans ma vie complètement. Tout part, à peu près tout ce que je fais dans ma vie là, c'est les premières fois que je le fais. Ouais. C'est ça qui est intéressant en ce moment. Tu vois, même venir à Cannes comme ça, pour un week-end, pas pour partir en week-end avec une copine ou quoi, mais vraiment pour un truc professionnel, c'est la première fois que je le fais. Et moi, ce qui est fou, c'est que je savais pas que tu jouais encore. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il arrive à se trouver un moment comme ça pour venir et tout. Je l'avais pas le moment, je l'ai créé, si tu veux. Tu l'as créé, ouais. Et d'ailleurs, j'ai dû envoyer un message à mon coach samedi. Je pensais pas qu'on aurait entraînement. Ouais. Et je lui ai dit... il a calé un entraînement ? Je pourrais pas être là. Et tu lui as expliqué ? Je lui ai pas dit exactement. Je lui ai pas dit exactement ce que je faisais. Il le découvrira. Dans la vidéo YouTube. On lui mettra 2 places pour aller voir un Nice quelque chose. Et puis voilà. On s'excusera. Parce que du coup, pour resituer le contexte, déjà, merci Jérémy d'être là aujourd'hui, d'être présent. Merci à toi. Je suis venu te rejoindre dans le sud pour faire ce podcast-là. Ça me fait très plaisir et je suis très honoré de pouvoir discuter avec toi. Champion de France, plus de 170 matchs de Ligue 1. Est-ce que tu peux pour ceux qui ne te connaissent pas, nous retracer un peu ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait en tant que joueur ? En tant que joueur, de manière assez simple, j'ai été formé à l'Olympique Lyonnais. J'ai fait pas mal de matchs, on va dire, avec l'OGC Nice, où c'est un petit peu, moi, dans ma carrière, mes faits marquants, voilà. Même si à Lille aussi, j'ai eu beaucoup, pour terminer, j'ai eu des titres. Ouais. Mais c'est vrai que je suis très ancré au GC Nice, mis à part ma formation lyonnaise. Ouais. J'ai eu une expérience entre-temps à l'étranger, avec des hauts et des bas. Bon, on va pas se mentir, je me suis fait le ligament croisé. C'était un moment assez difficile. Mais bon, j'ai aussi la naissance de mon premier enfant. Donc voilà, comme je te dis, des hauts et des bas. Et sinon, une carrière que j'ai essayé de maîtriser le plus possible. Que ce soit dans les bons moments ou dans les moins bons, tout simplement pour aller le plus loin possible. C'est un peu ce qu'on se dit les joueurs entre nous, c'est à un moment donné essayer d'aller le plus loin possible avec la carrière. Voilà, pousser la machine le plus loin possible avec ce qu'on a. Partir à l'étranger, c'était une volonté à un moment ou Oui. Tu voulais le faire, une expérience à l'étranger dans ta carrière ? Clairement. Okay. C'est à 26 ans, j'arrête l'OGC Nice, fin de contrat. Je discute avec Julien Fournier, l'actuel directeur sportif, qui n'est pas forcément très tendre au niveau quand il faut négocier les contrats ou tout ça. Il faut toujours que ça tourne dans le sens du club, ce qui est tout à son honneur, parce que c'était son rôle. Mais à ce moment-là, je fais sur mes 4 saisons niçoises, en fait, j'en fais réellement que 3, parce qu'il y a une année où je suis prêté à Guingamp. Et on finit, sur mes 3 saisons, on finit 2 fois européen. Okay. Et donc, je le vois dans le bureau, il me dit « tu restes, etc. » Je lui dis « non, je pars ». Et puis après, on se met à discuter. Il me dit tu vas où, etc. Et je lui dis non, je vais aller à l'étranger. Donc là, il se lève, il me serre. Je veux faire l'expérience. Ouais, il se lève, il me serre la main et il me dit service rendu. Moi, de ce que j'entendais un peu dans le vestiaire, c'était plutôt quelqu'un d'assez dur, d'assez froid. Il se lève, il me serre la main, service rendu. Merci pour ce que tu as apporté. Excellent. Maintenant, il me dit il y avait 2 clubs. Je ne sais pas si je peux le dire. Bon, il me dit par contre, je ne veux pas que tu ailles dans ces 2 clubs-là parce qu'on est en concurrence avec eux. Donc, tu me dis que tu pars à l'étranger, je te fais confiance. Je dis oui, j'ai 26 ans, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai vraiment envie de découvrir et c'est ce que j'ai fait en partant en Angleterre du côté de Southampton. Ça s'est bien passé du coup, l'acclimatation, la langue, c'était une bonne expérience ? Ça s'est bien passé. Ouais. Après, l'expérience de se blesser, ça fait partie du foot. Bien sûr. Maintenant, apprendre la langue, oui, ça c'est pareil, c'est une petite anecdote assez sympa. J'ai vraiment voulu faire l'effort d'aller vers eux justement tout de suite, c'est dans mon esprit, je voulais parler le plus vite possible. Je suis arrivé, je parlais pas un mot, je suis allé signer avec mes agents et tout. Ils m'ont dit ouais, presque tu fais une conférence de presse à 23h là et tout. Non mais je suis incapable de la faire. Et du coup, je me suis retrouvé à discuter, à parler, à vraiment me lancer dans le bain. Ça, on me l'avait dit, il faut vraiment se jeter, il faut se lancer pour avoir le vocabulaire de là où tu vis, de ce que tu fais, le plus vite possible. Et puis donc, je me blesse assez gravement. Je me retrouve vite en salle de soins.
Et là, je me suis dit, allez, j'ai acheté les cahiers de vacances. Et puis là, tu es obligé de parler avec les kinés tous les jours. Ouais, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cahiers de vacances, tu sais, des CP, CE1, etc. Vraiment apprendre comment on dit le soleil, comment on dit le chat, etc. Mais vraiment, je voulais reprendre toutes les bases. J'avais que ça à faire. J'avais vraiment beaucoup de temps au début. Donc, je me suis mis à travailler ça. Et il y a quelques joueurs qui sont venus par sympathie pour dire bonjour, comment ça va. Se moquer gentiment. Tu sais que là-bas, ça chambre pas mal. Et puis finalement, en fait, ça a joué en ma faveur. Ils ont commencé à se mettre autour de moi. Attention, là, t'as fait une erreur. Tu vois, c'était des trucs tout cons. Mais au final, ils se sont dit, putain, lui, il fait l'effort de venir vers nous. Donc, on va faire l'effort d'aller vers lui. Excellent. Donc, du coup, tu te retrouves blessé dans un nouveau club. C'est pas facile. Mais au final, j'ai réussi quand même à trouver ma place dans ce vestiaire, malgré une grosse blessure. Et là-bas, on va pas se mentir, t'arrives, t'es blessé, ils te considèrent comme un flop tout de suite, quoi. Ils te mettent de côté. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts. À l'époque, c'était dur. Tu avais des légendes, Matt Le Tissier, tu sais, des légendes du club qui mettaient dans la presse, flop, terminé, les Français et tout. Je lui avais écrit sur même, ça m'a épiqué, quoi. Et je lui avais écrit sur le réseau et Twitter, enfin X désormais. À l'époque, Je lui ai dit, Monsieur Le Tissier, vous verrez, j'ai du cran, j'ai du courage. D'ici la fin de saison, je serai là. Et il m'avait dit, c'est tout ce que je te souhaite, Jérémy. Et en fin de saison, j'avais réussi à revenir. Tu vois, et à rejouer, et du coup, tu as refait changer un peu l'idée qu'ils avaient. C'est des petits défis. Mais en soi, quand tu arrives à revenir, tu te blesses en septembre du croisé, tu arrives à revenir en fin de saison, et même gagner un match à l'extérieur, tout ça, ça fait du bien, quoi, pour son ego. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as appris l'anglais avec les cahiers de vacances. Ça sortira sur Instagram. L'anglais. Ça sortira sur Instagram. Le slung, parce qu'après, l'anglais de l'arène, c'est plus compliqué. Mais bon, et après, on avait beaucoup de joueurs, des Irlandais, des Écossais. Et puis, il y a des particularités dans chaque langue. Au niveau des accents, en France aussi, on a des différents accents selon les régions, mais là-bas, c'est vraiment compliqué selon certains pays à comprendre. Et du coup, tu prends ta carrière assez jeune, mine de rien, à 33 ans. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui, donc ça me fait bizarre et ça me fait presque peur de me dire tiens, il a arrêté à mon âge, donc je pourrais arrêter aussi. Pourquoi si jeune ? Ça peut paraître atypique, mais c'est préparé. Donc à partir de là, pas de dépression, pas de manque ou quoi que ce soit. C'était préparé. Je savais que j'allais continuer à faire du sport. Je me suis entraîné avec justement ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai toujours eu de très bons rapports avec le l'OGC Nice. Donc j'ai eu l'autorisation de tout le monde de pouvoir m'entraîner avec eux en totale discrétion, avec l'équipe B, de profiter des soins, de profiter de la cantine, etc. Vraiment de basculer du côté après-football tout en continuant tranquillement. Pour toi, c'était important de continuer à t'entraîner ? Bah ouais, surtout, c'est les anciens, entre guillemets, comme on dit dans le foot, ils aiment bien certains radoter, mais il y en a qui aiment bien aussi donner des conseils. Et là, moi, donner des conseils, alors que je peux être encore sur le terrain, pour les entraîneurs, il y avait Didier Digard, après il y a eu Julien Sablé, Marama Vairua. Eux, ils étaient, j'espère, ils sont super contents que je sois là. Moi, des fois, je leur disais, les gars, si vous me dites que je dérange, dites-le moi, soyez pas gênés. Non, je veux pas être un poids. Ouais, je veux pas être. Si ça empêche à quelqu'un d'autre de jouer, un jeune et tout. Non, t'es là parce que t'es sur le terrain et nous, on est autour du terrain. Et on peut donner des consignes, mais toi, tu es sur le terrain. Tu peux dire aux joueurs, recule d'un mètre, avance, fais ci, fais ça. Ils m'ont dit, donc ça, ils s'en rendent peut-être pas compte, les joueurs sur le terrain, mais c'est formateur plus, quoi, de fait d'avoir... je ne veux pas non plus me lancer des fleurs comme ça, mais de fait, moi, de leur apporter des choses que j'ai vécues l'année précédente ou deux années avant, très haut niveau, champion avec Lille. Là, j'arrive, je te dis que Jonathan David, il se place comme ça. Si je te dis ça à l'attaquant, si c'est tu pas le même pas, je veux dire, bon, après, tu fais ce que tu veux, mais je te dis que tu as un des meilleurs attaquants qui fait ci, qui fait ça, et ça marche plutôt bien. Essaye d'écouter et tu verras que ça va aller, quoi. Et donc, c'était plutôt... ils étaient assez réceptifs. Ouais, bien sûr. Et tu jouais avec la réserve ou tu t'entraînais simplement ? Non, ils m'ont proposé à un moment donné de prendre une licence, j'ai refusé. Parce que je suis parti du principe que... En fait, c'était pour faire quelques matchs, mais moi, je partais du principe que quand je m'engage, c'est à 100%. Donc, j'aurais fait les matchs à l'extérieur, mais les matchs Bourbier, tout ça, j'aurais tout fait. Et je me voyais pas le faire. Par contre, m'entraîner, je l'ai fait à fond. J'étais toujours à l'heure, jamais en retard, etc. Mais faire ça, je ne me voyais pas le faire. Et surtout, prendre la place d'un jeune. J'imagine toute la famille derrière qui peut espérer, tu vois, être professionnel. Toi, tu es là, tu prends la place, on te met là obligatoirement. Pas bon. Et surtout, parce qu'ils étaient aussi mal classés,
je pars du principe, je crois aussi pas mal dans les signes, tu vois, dans la vie. Et s'ils doivent descendre, ils doivent descendre. Ça doit faire partie de leur vie. Ok. S'ils doivent descendre pour se forger un mental et revenir plus fort à Nice ou ailleurs, il faudra qu'ils descendent. C'est comme ça, c'est leur vie. Et c'est pas à moi de tout faire pour les maintenir. À Quai, par exemple, avec encore une fois beaucoup d'humilité, c'est pas sûr qu'en jouant avec eux, le club se soit sauvé. Mais imaginons de jouer avec eux, que le club se maintienne. Et après, qu'est-ce qu'ils auraient appris ? Pas grand-chose. Donc au final, c'était mieux de les laisser se débrouiller. Ça fait partie de l'apprentissage d'un jeune, quoi. Et pour le club, de voir les joueurs qui ont du caractère, qui sortent du lot pour aller chercher les choses, mécontents d'être dans les derniers, ceux qui se laissent abattre, c'est des données hyper importantes pour un centre de formation et voir qui peut passer le cap au niveau professionnel. Parce que du coup, c'est quoi ton dernier club pro à 33 ans t'arrêtes sur quoi ? Je finis à Lille. À Lille, ok. Tu finis sur le titre de champion ? Je finis, non, pas du tout. Okay. Avec un changement de direction. Ok. Moi, j'ai signé 2 ans. Donc, 2 ans, ça se passe première année, deuxième. On est qualifié en Ligue des Champions. La deuxième année, il y a le Covid. Ouais. On finit quatrième, mais l'année ne se termine pas. On finit ça en boulet de canon, mais l'année ne se termine pas. Donc, on finit quatrième. Troisième année champion. Moi, entre-temps, j'ai prolongé de 2 ans. Ouais. Avec Luis Campos qui tenait absolument à ce que je reste pour... cette fois, c'était assez clair. C'était pour maintenir le vestiaire, pas forcément être sur le terrain. Tout, voilà. C'était vraiment maintenir ce qui se passait de bien dans le vestiaire et de très, très bien dans le vestiaire. Donc, je re-signe pour 2 ans. Champion. Et je peux te poser une question, là, je suis curieux. Ça fait quoi d'être champion de France ? C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, c'est énorme. Sur le coup, moi, je l'ai vraiment pris comme un ouf de soulagement parce que parce qu'en plus quand t'es à Lille, ça fait ça fait 3 ans que vous vous battez pour parce que Lille à l'époque jouait vraiment le titre, donc 3 ans que vous travaillez pour ça, et c'est l'aboutissement du coup de... Moi je peux te dire 2 anecdotes si tu veux, si ça t'intéresse. La première, c'est que on prend le café souvent le matin, il y a Christophe Galtier aussi qui est là. Paris Saint-Germain commence à faire 3, 4, 5 défaites sur les 8-9 premiers matchs, ce qui est énorme pour eux. Je fais le café, coach, je fais un petit café, oui, allez, coach, avec l'équipe qu'on a, on peut être champion de France. Ah, Jérémy et tout, arrête de... Coach, je vous dis, je vous le répète, on peut être champion de France. Oui, je sais qu'on a une bonne équipe. Il n'a pas dit non, hein. Il a dit oui, je sais qu'on a une très bonne équipe, on va tout faire pour. Mais bon, de me dire ça aussitôt maintenant, comme ça, c'est compliqué. Ouais. Donc, tu vois, et après, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, je t'avais prévenu. On peut le faire. Et autre chose, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai prolongé mon contrat, je le dis, j'en ai pas honte, c'est pas un tabou, parce que je l'ai dit aux gens qui étaient là dans le bureau à côté de moi. Quand j'ai prolongé mon contrat, je leur ai dit, mettez-moi une prime de champion de France. Et ils ont tous rigolé, tous. Okay. Alors, j'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi vous rigolez ? Ils m'ont dit, parce que c'est Paris Saint-Germain qui sera champion de France. J'ai dit, d'accord, mais on est d'accord qu'on se lève tous les matins pour gagner le petit match de l'entraînement. Ouais. Oui. Pour gagner sa place le week-end. Oui. Pour gagner le match. Oui. Donc, on veut 38 victoires, ou je sais plus, 38 matchs, je sais plus combien de matchs à jouer, mais on veut tout gagner. Oui. On va être champion alors. Oui, c'est vrai, mais tu comprends. J'ai posé le papier, je suis parti. Tu l'as eu, ta prime ? Je suis parti, je suis rentré chez moi, et c'est le matin, ils m'ont rappelé à 16h, ils m'ont dit, voilà, on t'a mis une prime de Coupe de France et tout. En fait, j'ai même pas regardé les chiffres, et j'ai signé. Mais ils avaient accepté de te la faire ? Ils avaient accepté. Ok. Et après, là, par contre, je peux le dire le nom, c'était Olivier Gagne, qui est aujourd'hui au PSG, il a suivi Luis Campos. C'est un des seuls qui m'a écrit après. C'était un petit smiley comme ça parce qu'il savait. Ouais. Il s'est rappelé, tu vois. Ok. C'est bien ça. Il m'a dit, mais j'ai dit, les gars, il faut croire dans... Moi, on me l'avait aussi appris. Mais des choses dont tu peux... Même si tu n'y crois pas, mets-le. Ouais. Même si tu penses que c'est inatteignable, mets-le, puisque c'est inatteignable. Mais le jour où ça arrive, c'est dans le contrat. Puis tu perds rien à les mettre. C'est une petite anecdote, c'est rigolo. Évidemment. Mais bon, quand après on a eu un changement de direction, là je vais éviter de rentrer dans le ring de boxe, mais il n'y avait pas de prime, il n'y avait plus rien. Et on a fini champion et il y avait 0 peanuts pour tout le monde. Okay. Et que moi qui avais négocié mon petit truc, oui c'était un petit truc dans mon contrat, mais sinon personne n'a rien eu. Bien sûr. Et du coup tu finis sur Lille et tout à l'heure tu m'as dit que l'arrêt de ta carrière c'était quelque chose que tu avais réfléchi, que tu avais préparé.
À quel moment tu as commencé à préparer ton après-carrière? À quel moment tu t'es dit, faut que j'arrête, faut que je commence à arrêter? Ah, la question là, j'ai pas compris la question. Est-ce que à Si, quel moment si tu veux, j'arrête? tu as dit que tu avais préparé ton après-carrière. Ouais, Ah, que je savais que j'allais arrêter ma ouais, carrière, exact. c'est la dernière année de Lille, je savais, Ok, je le sentais. ok. Trop de mise à l'écart, trop de choses qui ne plaisaient pas. En tant que pseudo-cadre du Mhm. vestiaire, carrément mis de côté. Quand j'avais des choses à dire, bonnes pour le groupe, pas écoutées. Les discours d'avant-match que je faisais justement avec Galtier, plus disponibles. Bon, j'ai senti que le rôle, il était plus là. Donc Ok. moi, je voulais arrêter. J'avais plus trop la force d'aller chercher ça ailleurs. Ouais, bien sûr. Par contre, la préparation de l'après-carrière, ça, c'est plutôt en Angleterre que j'ai eu ça. Ok. Tu t'es dit, Voilà. je suis proche de la fin. On discutait beaucoup avec Sofiane Bouffal et Mario Lemina, Mhm. on n'avait pas du tout les mêmes âges, contrats, etc. Ils avaient d'autres idées pour jouer dans d'autres clubs, Ouais. etc. Mais on avait quand même cette même vision de les gars, c'est maintenant qu'il faut préparer les choses. Mario, il faisait beaucoup de trucs sur Instagram, des posts, des partenariats, etc. Sofiane, un peu moins, parce que lui, il voulait vraiment. Il avait un potentiel énorme et il n'imaginait pas encore l'après-carrière, Focus foot. focus, grand club, etc. Et nous, on en rigolait un petit peu. On lui dit, Ouais. Sofiane, avec ton Prépare. argent, on commence déjà à investir. Mais moi, dans ma tête, je commençais déjà à acheter des livres audio. Tu sais, il y avait les livres Ouais. audio, j'écoutais, j'ai questionné mon gestionnaire patrimoine, je lui posais énormément de questions. Notaire, dès que je ne savais pas, je cherchais les réponses. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis de faire, là, je ne me rappelle plus, un premier investissement. Et puis un deuxième, un troisième, comme ça. C'était quoi les premiers investissements, justement? Bah, le premier marquant, c'est un appartement sur Nice Mhm. qui coûte assez cher. Et tout le monde me dit, mais c'est cher. Ouais. Et moi, je me dis, j'y crois. À 100%, j'y crois. Avec ce que j'ai lu dans le livre, l'emplacement, Ouais. même à la télé, c'est quand même des mots-clés. L'emplacement. J'y vais. À un moment donné, il faut prendre des risques. Et il y a autre chose. Quand tu dis que tu y vas, comment ça se passe? Parce qu'à ce moment-là, tu es en Angleterre? Non, je Tu es à Lille. suis à Lille. Et tu fais les déplacements pour le visiter ou juste tu fais confiance à Ouais, quelqu'un? ou c'était pendant l'été, je sais plus. C'était Ok. un moment que Tu t'étais déplacé? Ouais, je m'étais déplacé. Et le truc, il y avait de la rénovation à faire, mais j'avais lu tout ce que tu pouvais faire par rapport à la rénovation, si tu te mettais dans une niche par rapport à ça, etc. Donc non, ça m'a vachement plu. C'était un peu cher, mais j'ai choisi un emplacement stratégique, Ouais. où je me suis mis à 10 minutes du nouveau centre de formation de l'OGC Nice. Ok. Voilà. Et je sais, en ayant joué à Nice, que quand tu arrives l'été, c'est la bagarre. Pour tous les joueurs et les membres du staff, pour trouver Pour avoir une un maison appart, ou un appart, ok. c'est la bagarre. Ok. Parce que tout est en location saisonnière. C'est vraiment très, très compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un truc tout meublé. J'ai appelé l'intendant du club de confiance. Je lui ai dit, écoute, moi, tu as 100 mètres carrés, 3 chambres, une belle vue. Tu as 10 minutes, tu as 2 garages. Ouais. Voilà, maintenant, je te laisse faire. Je Trouve-moi serai quelqu'un. pas comme une agence. C'est-à-dire, je vais pas t'allumer au début, Non. je vais pas t'allumer si le mec il part au mercato. Voilà, il y aura une caution, etc. Mais par contre, je veux que le truc il tourne, quoi. Et au final, ça tourne. Et Ouais, ça n'arrête pas de tourner depuis. Donc, je touche du bois que ça continue. Ouais. C'est une pierre deux coups, une pierre trois coups. C'est bien pour moi, c'est bien pour l'investissement. Et c'est bien aussi pour le joueur et même pour le club. Ouais. Parce qu'il peut installer tout de suite une famille Ah, qui clairement. peut Ouais. être dans de bonnes dispositions pour attaquer le foot. C'est bien que tu aies eu cette réflexion. On n'est même pas que sur de l'investissement immobilier. Là, on est sur un projet entrepreneurial puisque tu as, Ouais. pensé au problème et tu as la solution. Ouais, j'ai pris ce que moi j'ai vécu et j'ai essayé de le transformer en quelque chose de bien et que j'aurais aimé avoir au même âge des joueurs actuels. Bien sûr. Non. Donc c'est comme ça que tu commences à investir. C'est comme ça. Quelques biens immobiliers, la réflexion qui vient déjà d'Angleterre, mais ça se concrétise sur le temps. Ouais. Tu m'as parlé tout à l'heure de tes lofts à Cannes. Ils arrivent quand, ceux-là? Bah après, surtout, j'ai une vision avec ma compagne de vivre dans le sud, surtout. Ouais. Donc déjà, je commence au niveau géographique, à vraiment visualiser les endroits où je peux investir. Ouais, On va dire de Menton jusqu'à Cannes, quoi. Allez, on va rester dans cette fourchette. Pour éviter les frais de gestion, pareil. Dans les livres, tout ça, on t'explique, c'est bien d'avoir un truc. Il y a des choses qui sont très bien à Clermont-Ferrand, tu vas avoir du rendement, il y a du rendement, mais il faut faire la route, il faut faire les trucs, c'est quelque chose. S'il y a des problèmes, comment tu fais? Voilà, exactement. Donc à moins de déléguer, c'est compliqué. Donc je suis resté basé sur la Côte d'Azur. Et là, j'ai re-rencontré
du coup, mon associé actuel qui travaillait dans les bureaux de l'OGC Nice. Lui, il avait le temps, moi, je n'avais pas d'argent. Lui, il avait le temps, moi, j'avais l'argent. Ouais. J'étais en Angleterre, moi, j'avais pas le temps, et lui, il n'avait pas l'argent. Donc, on s'est dit, écoute, On combine nos forces. Il y a moyen de se mettre ensemble. Et, voilà. Forces. Et il a trouvé un truc super à Cannes, avec 2 appartements à retaper et un fond de garage non habité. Okay. On a fait la demande, justement, de réhabilitation qui a été acceptée. Et du coup, on se retrouve avec un immeuble entier, avec un loft au fond et les 2 appartements au-dessus, et qu'on utilise comme location saisonnière, parce qu'encore une fois, emplacement, ouais. Et on est à 800 mètres du palais des festivals. Et Cannes est une... Oui, j'imagine qu'à Cannes, Airbnb et tous les saisonniers marchent très fort. Elle a même été élue la ville la plus congressiste du monde dernièrement, donc vraiment, ça tourne bien. Et non, c'est vraiment stratégiquement une bonne idée d'investissement dans la pierre pour justement avoir de la rentabilité financière. Ok, excellent. J'ai une question là. Si jamais tu n'avais pas fait de foot, tu aurais fait quoi ? Horrible cette question. Ouais. J'y ai jamais pensé. T'as été tout de suite conditionné pour faire du foot. Et tu te rappelles, je sais pas si tu as eu quand tu es arrivé à l'école, nom, prénom, âge, qu'est-ce que tu veux, métier. Ça a toujours été footballeur. Les profs, ils disaient, les maîtresses, les maîtres, ils disaient rien, mais des fois, ils barraient, ils disaient non, mais un vrai métier. Je savais pas quoi dire, je disais rien, je laissais couler, mais je savais pas quoi dire, pas quoi mettre d'autre sur ce papier. Je n'avais aucune réponse. Et ça s'est fait naturellement après. Et ça s'est fait naturellement. Lyon, et puis après c'était parti. Ça commence très tôt. C'est dans le club du quartier. Il y a déjà le père d'un ami maintenant aujourd'hui qui vient me récupérer, mais j'avais 11 ans. 11 ans, tu peux pas prendre le bus tous les matins pour aller à Grenoble, etc. Il dit mais pas de problème, prenez 1 an ou 2, on sera toujours là. Puis après, à 11 ans, c'est bon, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le machin en sport-études. Et là, je suis allé à Grenoble. J'ai fait encore quelques gammes avec Grenoble en étant souvent surclassé. Et après, il fallait choisir un centre de formation. Donc, j'ai eu quelques possibilités et j'ai fini par opter pour l'Olympique Lyonnais. Qui était un des meilleurs de France à ce moment-là. Qui me proposait un contrat, qui était à 1 heure de route et qui était un des meilleurs pour sortir les joueurs professionnels. Pas forcément que à Lyon, mais professionnels. Après, ça partait de partout. Voilà. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'atouts. Même le collège, c'était du public, pardon. Et mine de rien, à l'époque, on avait aussi cette réflexion. Quand je voyais les joueurs à Sochaux, Auxerre et tout, ils étaient toujours ancrés dans leur centre et tout. Ça donnait pas vraiment envie. Tu avais envie de sortir un peu. Et à Lyon, ça te permettait aussi de faire ça, d'aller à Villeurbanne faire le collège et de rencontrer d'autres personnes que tes coéquipiers toute la journée. C'est important. T'as passé ton bac, toi ? Bien sûr. T'as eu quel bac ? Bac STG. Tu l'as validé ? Je l'ai validé. J'ai encore une anecdote si tu as envie. Vas-y, je prends. Je suis dépité en fin d'année, parce qu'on fait le bac en 4 ans. Je suis dépité de rentrer à 16h30 à chaque fois et de voir les pros commencer l'entraînement à 16h. On passe devant eux et on voit ceux du centre de formation qui ne foutent rien aller s'entraîner avec eux. Parce que justement, ils ont besoin d'1 ou 2 joueurs. Ils les appellent, viens avec nous faire le nombre. Injuste. Et au bout d'un moment, ça me fait péter les plombs. Mais vraiment, je me dis, c'est horrible. Donc, les 3 derniers mois, je suis déprimé à l'école. Je fais n'importe quoi, je baisse la tête. Heureusement, une professeure d'anglais, je fais un petit coucou, Madame Sheila, et son fils, qui nous faisait les études le soir, le voit en fait. Lui, il voit que je suis dépité, il lui explique. Elle l'explique aux autres professeurs. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, ils me soutiennent pendant 3 mois. Je rate des fois, je rentre le plus vite possible avec ceux qui avaient les voitures pour essayer d'aller m'entraîner avec les pros, mais ça ne passait pas. Et du coup, ils me mettent médiocre pour la dernière note, tu sais. Je comprends. Voilà. Médiocre. Donc, je me retrouve à avoir 26 points à rattraper, mais avec médiocre. Du coup, on part en stage à Tignes avec les pros l'année qui suit. On redescend de Tignes, justement, on monte à vélo, on redescend. Il y a Robert Duverne, préparateur physique, qui m'attrape. Il me dit, t'as pas quelque chose à me dire ? Je dis non. J'avais dit à ma copine qui m'avait appelé pour me dire, t'as 26 points à rattraper. Je dis, tu dis rien, je suis avec les professionnels et tout. Il me dit, ouais, tu descends là, tu prends le machin, tu prends ton survêt et demain, tu vas rattraper ton bac et tu te démerdes, tu l'as et tu reviens avec nous. Du coup, il y a Guy Genet, je sais pas si ça te parle aussi, intendant mythique du club. Je suis descendu avec lui, je suis resté en survêt. J'ai choisi 2 épreuves. Le matin à 8h, j'ai fait mes deux
mes deux catégories, mes 2 rattrapages. Okay. Et puis je suis remonté. Et tu puis l'as après, eu comme moi, ça. on sait que je l'ai eu. Magnifique. Magnifique. J'ai dû payer un coup à tout le monde, danser, chanter dans l'hôtel. C'est une Ils m'ont belle, tout fait. c'est Mais une belle histoire. c'est une belle histoire. Il y avait les Juninho, il y avait Okay. les Chris, il y avait tous ces joueurs-là. Et c'était un beau moment. C'est sympa. Et maintenant, comment t'occupes tes journées ? Qu'est-ce qui se passe dans tes journées ? Dans mes journées, écoute, ça dépend. Hein. Je m'occupe au maximum de mes enfants dès que je peux. Ça, c'est un petit peu la phrase bateau, mais c'est tellement vrai. C'est important Ça pour toi, grandit, bien ça sûr. grandit tellement vite que il faut vraiment. Là, je profite au maximum d'avoir ces moments de bonheur à leur âge. Mais Parce qu'au-delà de cette question-là, c'est un peu savoir ce que tu fais maintenant avec les accompagnements que tu peux proposer aux autres sportifs. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Quand j'ai arrêté ma carrière, je suis parti sur plusieurs sociétés. J'en ai décidé d'ouvrir une sur l'immobilier parce que j'adorais ça, une de conseil parce que je pensais que c'était un petit peu le fourre-tout entre guillemets où tu peux balancer dans l'objet social pas mal de choses. Si tu veux commenter un match, si tu veux faire ci, faire ça. La société de conseil, elle te permet je sais pas quoi faire, je peux le faire tout avec faire ça, là-dedans. je suis protégé. Okay. Et du coup, voilà, après j'ai dû que je continuais à m'entraîner avec l'OGC Nice B. Ouais. J'essayais de voir un peu dans quoi, quelle branche je pouvais me sentir le mieux. Et donc il y avait l'immobilier qui m'intéressait fortement. Mais c'est vrai qu'après, avec le recul, je me suis rendu compte que cette société-là en particulier, où je voulais une carte T transactionnelle pour faire justement les transactions, je me suis rendu compte que de nos jours, et avec de bons partenariats pour moi ici sur Mougins, elle ne me servait pas forcément à grand-chose. Donc voilà, là j'hésite encore entre la liquider ou la transformer. Mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, il faut faire des choix pour justement se rendre compte, évidemment, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Et par la suite, j'ai opté pour des associations. Alors avec une association avec des Lyonnais dans une société de cybersécurité. Bon, on n'en fait pas trop la publicité parce que justement, c'est quelque chose qui mérite pas forcément avoir, tu vois, c'est pas très sexy, voilà, quoi. tu balances pas ça sur tous les toits. Généralement, quand il y a des choses pas très bien qu'il faut gérer, donc non. Mais c'est important de nos jours, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et une autre société, MNC Associés, 2 associés à peu près comme moi, le même âge, 35-36 ans, qui eux ont 2 facultés, l'élaboration de projets de A à Z, pour n'importe quel client, et tout ce qui est formation entrepreneuriale. Voilà. Donc avec une formation Canopy qui peut être budgétisée par l'État selon certains critères, notamment pour des professionnels dans des structures professionnelles. Et ils m'ont offert, j'ai repris une part de leur capital. Cette fois, je suis associé avec eux pour justement apporter ce côté réseau sportif. Donc, de base, plutôt ancré footballeur professionnel. Et après, je leur ai proposé, ça a été validé, de pourquoi pas se déporter d'ouvrir à d'autres sports. À tous les sports. Parce qu'il y a des professionnels et des athlètes partout, professionnels de partout. Bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas que les footballeurs qui ont le droit Non, exactement. C'est pas parce qu'ils ont de la visibilité. Les footballeurs ont plus de visibilité, mais c'est pas parce qu'ils ont cette visibilité en plus qu'il faut plus leur donner d'attention. Il y a les footballeurs, on parle beaucoup, mais il y a aussi les footballeuses. Donc il y a les autres sports, il y a les autres sports féminins, il y a les paras, il y a tout ce qui est professionnel. Et dès que je leur ai dit ça, ils ont dit oui tout de suite. Voilà. Donc maintenant, ça me permet d'être en contact avec des basketteurs, handballeuses, volleyeurs, skippers, hockeyeurs sur gazon. J'ai de tout. Et plus que le côté business, c'est aussi le côté humain et des gens, et de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et à partir de là, ça avance tout seul. Non, parce que du coup, donc, tu peux en parler plus si tu veux, ou on pourra peut-être d'ailleurs faire une autre vidéo qui sera l'objet de parler de cet accompagnement que vous pouvez proposer. Mais j'ai l'impression que tu sens que tu fais quelque chose d'utile et ça, c'est gratifiant et ça fait du bien, quoi. Surtout que je sens qu'il y a un certain mal-être. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière, j'ai pas vraiment, tu vois, c'est assez lisse, il n'y a pas vraiment de crasse. Donc quand j'appelle, je me dis, les gens, ils peuvent être rassurés. Mais au final, il y a toujours ce côté un peu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une arnaque, il y a quelque chose. C'est vrai. Donc je le sens, je le ressens. Et on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que dans ta carrière, tu as manqué des choses et tout ? J'ai répondu, je dis oui. J'ai eu un gestionnaire, il a tout très bien fait dans ma carrière. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, on m'a proposé
l'élaboration d'un projet, mis à part mon associé, mais que c'était vraiment, on achète ça et il y a un potentiel. Mais sinon, jamais personne m'a proposé d'ouvrir un projet, resto, de faire restaurant, faire quelque chose comme ça qui aurait pu me plaire. Et là, ça, je le ressens dans les athlètes aujourd'hui. Ouais. Dans ceux qui ont des gros budgets et ceux qui ont moins de budget. Ils se retrouvent un peu bloqués, et du coup, ils peuvent faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec les moyens qu'ils ont. Donc des sportifs, là par contre je tairai les noms, mais qui gagnent des cachets juste parce qu'ils ont fait un beau classement aux Jeux Olympiques, et ils font un super cachet, mais il ne sait pas quoi faire avec. Ouais, bien sûr. Et on m'a expliqué, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça a foiré, terminé. Alors que ça, je pense que c'est cet accompagnement dont les athlètes ont besoin. Et j'ose espérer pouvoir les aider à ce niveau-là. Avoir les compétences, leur apporter confiance et être associé avec des personnes dont j'espère que tu pourras faire un podcast aussi avec eux pour aborder tout le plan technique, qui peuvent vachement être intéressants, et j'en suis persuadé. Et voilà, et que les gens soient heureux dans ce qu'ils font, que ce soit de l'investissement pur ou l'élaboration de projets. Je veux dire, moi, demain, je vais prendre une basketteuse, parce que là, c'est ce que j'ai eu dernièrement, qui a accepté de faire la formation. Elle va faire sa formation, elle va, entre guillemets, s'éduquer financièrement. Elle va voir, si elle accepte d'être accompagnée par notre société et qu'elle nous propose un projet, on élabore, business plan, ça passe. Et si jamais on aboutit, mais ça doit être un bonheur exceptionnel. Ouais, bien sûr. Donc, et puis tu as aidé cette personne-là, donc c'est gratifiant personnellement. Moi, ça me ferait kiffer. T'étais heureux en tant que joueur ? Pas tout le temps. Okay. J'étais pas du genre, voilà. Après, avec l'âge, j'ai compris dans le vestiaire qu'il fallait rigoler, qu'il fallait aller vers les autres, qu'il fallait apporter cette joie, qu'il fallait pousser les mecs à aller danser quand tu gagnais le match, parce que c'était important. C'est beaucoup de la façade, montrer que tout va bien. Après, je suis pas un grand fan d'aller parler dans la presse, de faire ce genre-là, de faire ce genre de choses, de mettre en avant, etc. Tu as toujours bien contrôlé ton image, quoi. Ouais, par contre, à l'inverse, ce que les gens savent peu de moi, c'est que justement à Lille, je faisais énormément de discours. Chose que, encore une fois, contradictoire, je viens de te le dire, je déteste faire ça. Par contre, quand les portes étaient fermées, et je savais que j'avais mes coéquipiers, mon président, et voilà, c'était vraiment mes frères d'armes. Là, par contre, tout était rodé. On avait, à Lille, je parle pour être plus précis, on avait Benjamin André qui parlait sur le terrain, on avait José Fonte qui arrivait dans le vestiaire et qui me remuait un peu tout le monde. Meneur d'homme. Voilà, et moi, je prenais le discours vraiment à 3-4 minutes avant de rentrer sur le terrain, et là, il fallait trouver les mots. Alors, des fois, tu es un peu comme ça, tu vois, tu dis, putain, il ne faut pas non plus bégayer, il faut parler en français, il faut parler en anglais, il faut que tout le monde comprenne, il faut aller les motiver. Et tu vois, j'en ai jamais fait, je l'ai jamais crié sur tous les toits. C'est sorti une fois, parce qu'on on a gagné le titre à Angers, il y avait une caméra de Canal+, qui était dehors et qui a entendu. Qui était là, Mais sinon, j'ai crié de partout pour les motiver, les surmotiver. Et personne ne le savait, quoi. Personne ne le savait. T'étais dans l'ombre. Moi, à ce moment-là, je le faisais parce que, même si je jouais pas ou pas beaucoup, je me disais, j'ai une possibilité d'être champion de France. Je le sentais, plus ça avançait, plus je le sentais. Je me suis dit, je la louperai pas. Et je parlais à des jeunes, Timothy Weah, je me rappelle, Jonathan David, je leur disais, les gars, vous avez le temps. Je lui dis, moi, je sens que là, c'est cette année. C'est la fin. Donc, j'ai besoin de vous. Mais moi, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous défendre. Vous allez rater un ballon, je vais vous aider. Vous allez marquer, je vais vous encenser, je vais faire revenir si vous allez trop. Mais si vous allez moins bien, je vais vous remonter. Combien de séances de penalty j'ai fait avec Jonathan David, parce que moi, voilà, j'adorais ça. J'allais avec lui, il tirait tout seul. Des fois, on restait 1 heure à tirer les penalties. Aujourd'hui, je le vois, il tire les penalties, il les marque pour la plupart du temps. Et les gens, ils disent, ouais, mais c'est un tireur de penalty. Mais gars, il a travaillé, mais comme un acharné. Les gens savent pas. Donc, t'étais un leader dans l'ombre. Je pense. Et là, tu es en train de reprendre un peu cette place aussi de leader. Donc, c'est un peu naturel pour toi de... On m'a posé aussi cette question. Quels sont les atouts des sportifs de haut niveau qui peuvent apporter aux entreprises ? Et me concernant, c'est dur à l'expliquer parce que c'était non visible, mais je pense que le côté leadership peut être un atout pour mes sociétés ou d'autres sociétés à apporter. Je n'ai pas peur d'aller prendre... du moins d'exposer des propositions, de dire pourquoi, d'avancer, d'avoir un échec, de revenir, de recommencer, tu vois, de ce côté
d'oser tout simplement. Ouais, de te mouiller, quoi. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent que le foot, c'est un des sports collectifs le plus individuel ou individualiste. C'est vrai. Et tu as compris que pour gagner des trophées, gagner des matchs, ça passait aussi par donner de soi à l'équipe. Elle est belle cette question. J'adore. Merci Antoine, parce que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Ouais. On me l'a jamais posée. Et jamais personne s'est posé la question. Tiens, il y a des mecs dans le foot, ils savent qu'ils sont pas forcément titulaires tous les matchs, mais qui ont compris que si tu fous pas la merde, excusez-moi pour mes propos, mais que tu arrives à assembler des mecs qui des fois n'ont pas les mêmes Bien sûr. sensibilités. Ouais. Si tu arrives dans le vestiaire à parler en portugais, en espagnol, en anglais, en français, faire des blagues, etc., prendre un peu sur toi, faire un peu le clown. Ouais. Pas le clown, tu vois, Non, mais pour faire rire tout le monde et que le mec il se sente bien. Le bon vivant, voilà, bien le bon vivant. Et si grâce à ça, ça permet d'avoir une bonne osmose et d'aller chercher des titres, mais au final, c'est tout le monde est gagnant. Qui a maîtrisé un peu, entre guillemets, tout ça. Je dis pas que c'est moi tout seul. Je dis juste qu'on a participé à ça. On a tous une pierre à mettre à un certain édifice, à des objectifs, et chacun dans un vestiaire, donc, si on parle de foot là, chacun dans un vestiaire, surtout qu'on est beaucoup, a quelque chose à apporter. Et ça, Christophe Galtier, il avait tout compris. Pour l'année où on gagne le titre, il avait fait une équipe d'anciens. Il a mis en place ses anciens, il a mis en place ses jeunes, il a mis ceux qui s'entendaient bien avec ceux il savait. Voilà, il a créé son équipe comme ça, avec Luis Campos, et on avait vraiment... tous les atouts de notre côté, plus on est tombé une année où on avait tous notre bonne étoile. Tout en feu, quoi. Tous, de Mike Maignan, Burak Yilmaz, Renato Sanchez, tu peux citer énormément de monde. Tout ce qu'on faisait, on touchait les étoiles, quoi. Tout fonctionnait. Mais c'est un peu, quand tu parles avec des gens du monde plutôt entreprise, des entrepreneurs qui montent des business, qui montent des boîtes, ils te disent que le plus important, c'est l'humain. Donc là, on parlait de foot et de sport, mais dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil aussi. Qui tu mets à quelle place, comment tu les mets, qui va faire quoi, qui va parler à qui. Et c'est comme ça que tu montes des entreprises qui fonctionnent avec une bonne émulation et une bonne connexion. D'accord. Donc, mais là, je suis assez novice à ce niveau-là. Je pense que c'est plus toi qui me raconteras des anecdotes sur ça, parce que moi, pour l'instant, j'ai géré personne. J'ai pas eu encore cette possibilité d'avoir une entreprise avec justement des positionnements stratégiques de personnes. Différents niveaux, mais c'est un peu la même chose qu'au foot finalement. Il y a plusieurs personnes qui fonctionnent en complémentarité et ça fonctionne ou pas, mais c'est quelque chose qui se travaille en tout cas. Par contre, ça, je suis assez d'accord. Si je peux citer Bernard Tapie, je crois que j'ai vu sur Instagram, qui dit à un moment donné, c'est très mal dit ce que je vais dire, mais il dit on peut pas être jeune et vieux en même temps, on peut pas être à droite, à gauche. Il dit il faut savoir déléguer, c'est obligatoire. Et ça, je suis 100% d'accord avec lui. À un moment donné, pour que ça fonctionne, on peut pas faire tout seul. Bien sûr. Moi, dans le passé, je pense que j'étais quelqu'un qui aurait aimé faire tout seul. Alors qu'aujourd'hui, je suis vraiment prêt à accepter à ce que quelqu'un fasse quelque chose, une erreur même, et voilà, rebondir. Et avancer beaucoup plus rapidement ensemble. À deux, à trois, à plusieurs, mais moins t'associer, quoi. T'es un peu moins tête brûlée qu'avant. Bah là, mes associés, Kevin et Pierre de MNC Associés, c'est pour ça que ça fonctionne très bien. C'est que chacun, entre guillemets, connaît sa place, entre guillemets, ce à quoi il sert. Moi, ils m'ont lâché une part du capital, ils m'ont pas lâché la totalité. Donc, à un moment donné, c'est pas à moi de faire tout le travail. Je sais exactement la pierre que je dois apporter à l'édifice. Après, comme je le fais maintenant avec plaisir, évidemment que j'en donne plus. Mais ça fonctionne très bien parce que, comme tout à l'heure, j'avais quelqu'un au téléphone, et puis dès que c'est parti sur le côté technique, j'ai dit, attends, là, je vais pas te barbouiller n'importe quoi. Je te bascule sur Kevin, et c'est à Kevin de t'expliquer comme il faut, et ça marche très bien. Bien sûr, chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire, et c'est comme ça qu'on va plus loin. Comme ça, tu te fatigues pas à tout faire non plus, tu n'as même pas envie de tout faire non plus. Exactement. Et comme ça, et qu'on se sent le mieux, oui. C'est clair. C'est quoi tes projets dans le futur ? Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses, construire des choses ? Est-ce qu'avoir une entreprise, des salariés, c'est une envie ? Pas forcément. Pas forcément. Après, à l'époque, je disais, je ne m'associerai pas tant que ça. Au final, maintenant, je suis pas mal associé, donc il ne faut jamais dire jamais. Là, je me vois mal dans des grosses boîtes faire ça. Je pense pas. Après, on verra, mais j'aime toujours l'investissement immobilier, plutôt dans la pierre, on va dire, plus que
immobilier. L'immobilier, c'est assez général, assez large. Ouais. J'aime bien ce côté-là, d'aller chercher des murs, tu vois, toujours s'il y a des bonnes affaires. Maintenant, encore une fois, sans rentrer dans les détails, il faut aussi regarder au niveau de la fiscalité, l'IFI, tout ça. Si tu dois faire attention, ça c'est à ton patrimoine à gérer. Mais sinon, non, le projet là, actuel avec MNC Associés, par rapport aux athlètes, par rapport à une structure qu'on aimerait mettre en place, une espèce de boîte à outils qui devrait, touche du bois, arriver prochainement. C'est un projet assez lourd. On ne se rend pas compte comme ça en parlant, ça paraît assez simple, mais le cahier des charges, il va être assez conséquent. Ouais. Il va falloir que les personnes qui soient avec nous, nos alliés, soient réactives et soient dans le même état d'esprit, ce dont je ne doute pas. Et une fois qu'on aura mis ça en place, par contre, je pense que ça sera vraiment un outil novateur pour les athlètes. Ouais. Après, ce que d'autres personnes font, une partie de ce qu'on fera, oui, mais toutes les parties en même temps, ensemble, je ne crois pas qu'il y aura sur le marché à l'instant T. Super intéressant. Voilà, donc on verra, et on touche du bois toujours, que ça fonctionne, mais on a l'état d'esprit, on a l'envie et de le faire, et je pense qu'on le transmet bien aux athlètes, ils le ressentent, parce que c'est pas des non négatifs tout de suite. Non, c'est toujours des oui peut-être parce qu'ils veulent évidemment savoir un peu plus. Ouais, ils sont curieux, ils sont intéressés, mais ils veulent savoir. À la fin, ça vient toujours vers un oui, mais pas forcément sur oui plus tard ou oui, mais ça m'intéresse pas, mais on a d'autres choses en place. Oui, celui-là, mais non, mais celui-là, oui. Ouais. Et puis on arrive à quelque chose. Et même si on arrive à un non, par exemple avec une basketteuse en fin de carrière, je tairai le nom, mais elle m'a dit je vais pas le faire. Elle me dit mais c'est pas que je veux pas le faire. Elle m'a dit c'est que j'ai déjà prévu. Elle me dit par contre j'ai adoré discuter avec toi. Et elle me dit tu peux compter sur moi pour en parler aux basketteuses que je vais avoir, que j'ai comme contact. Donc tu vois, même un non, à partir du moment où tu es dans le bon état d'esprit et t'as envie de donner, bah forcément cette personne, je sais qu'elle va parler en bien et c'est que du bonus. C'est intéressant, ouais. En plus, c'est pas que des footballeurs, ça ramène tous les sportifs en général. Ouais. Généralement, ces genres de clubs-là, c'est uniquement le même sport, uniquement foot, uniquement basket, et là, ça fait un grand cercle de plein de sportifs. Déjà, le monde du foot, tu sais que les clans, avant, voilà, tu avais l'agent, ok, maintenant tu as un clan, deuxième clan, troisième clan, dès que tu as le joueur. Donc si tu veux le séduire, entre guillemets, pour lui dire on a quelque chose de bien pour toi, il va falloir que tous les clans soient d'accord. Ouais, c'est impossible. Donc c'est déjà compliqué. C'est très fermé. Je dis pas que c'est impossible, parce qu'encore une fois, moi je viens du foot, j'ai les contacts dans les clans des joueurs, il suffit de passer 2-3 coups de téléphone, honnêtement. Et c'est très facile de ah oui c'est lui, ah d'accord, lui je connais, lui ah oui tu es. C'est beaucoup facile. Un truc de réseau, de confiance. Si tout le monde commence à te dire mais moi qu'est-ce que j'y gagne, et moi ci et moi ça, là ça devient compliqué. Ouais. Donc c'est là aussi où je me suis dit les footballeurs pourquoi pas, mais il va falloir que ça vienne d'eux-mêmes. Donc moi je commence avec ceux que je connais, ceux que je peux aller atteindre, ceux des gestionnaires ou des agents qui sont ok, et après ça va venir tout seul. Parce que c'est aussi ça le vestiaire de foot. Dès que quelqu'un fait un truc bien ou achète une belle paire de chaussures, le lendemain, ils ont tous la même paire de chaussures. Donc c'est ça. Mais là où moi, j'ai voulu aborder un sujet supplémentaire, c'est vraiment sur les autres athlètes qui, je pense, seraient, j'imagine, je me mets à leur place, heureux ou heureuses de pouvoir partager des moments avec d'autres sportifs. J'ai déjà fait des tournois avec l'équipe de France, ou justement des tournois olympiques, tu sais... des petits tournois olympiques où on se rencontrait tous, les volleyeurs et tout, ça se passait toujours super bien. Bien sûr. Donc là, on aimerait aussi mettre dans cette structure une partie investissement, évidemment, c'est le but. Ouais. Et c'est comme si on peut aussi faire ce mélange de puissance, ça je l'ai entendu à la télé, ça, dans une émission, je ne sais plus laquelle, si les sportifs ne se rendent pas compte de leur puissance, alors oui, les joueurs de foot, seuls ont une grande puissance, mais si les autres athlètes se mettent ensemble et se concordent sur des projets, etc., que nous, on pourrait maîtriser de A à Z et proposer, ça décuple encore ça décuple leur puissance. Et puis après, s'ils doivent en faire la publicité, ils vont chacun faire de leur côté. Chacun a son aura, son sport, va partir sur ses réseaux, etc. Puisque c'est leur projet. Donc tout se fait tout seul. Tout se fait de manière... Et ils seront, je pense, même heureux à avoir un groupe WhatsApp ou alors se passer des coups de téléphone. Tu vois, tiens, notre truc, aujourd'hui, ça nous a rapporté tant, c'est sympa. Et ça serait bien si on se mettait tous ensemble à faire
une story aujourd'hui sur le truc de machin, où on fait gagner un maillot de notre truc, si vous suivez notre application, je sais pas. Une émulation collective sur ce sujet-là. Et ça change d'être dans le même sport. Moi, je suis persuadé, là, j'en suis convaincu que le mélange de sports, il y aura des gens qui s'aiment pas, évidemment, mais ça se fera naturellement. Ceux qui s'aimeront feront des beaux projets ensemble et leur force financière sera décuplée. Mais un des trucs communs, moi, depuis que je fais des podcasts, ça fait pas très très longtemps, mais du coup, je rencontre des sportifs et des sportifs qui ont arrêté, enfin surtout footballeurs pour l'instant, c'est qu'ils aimeraient tous avoir cette possibilité de connecter et d'échanger avec d'autres sportifs. Et surtout de rencontrer d'autres personnes que des joueurs de leur vestiaire et parler entre gens qui pensent comme eux en fait. C'est ça qui est super intéressant. Mais c'est intéressant et puis je rebondis là-dessus aussi parce qu'on parle de s'occuper des gens qui sont dans leur carrière, qui veulent préparer leur après-carrière. Leur après-carrière. Il y en a qui veulent investir pendant leur carrière, il y en a qui veulent préparer leur après-carrière. Ça souvent ça fait tilt quand je leur dis ne préparez pas votre après-carrière une fois que votre carrière est terminée. Là, tu donnes 2-3 exemples sur les banques qui te suivent plus, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que les gens, tout de suite, ça fait tilt. Ah oui, c'est vrai que je vais m'y mettre. Ouais. Mais on va travailler aussi sur le fait que ceux qui sont en après-carrière ceux qui pensent que c'est fini. Ouais. On va essayer de les faire revenir dans le game et de trouver des solutions. Parce que leur image est encore là, encore présente. Quand tu dis fini, tu parles en termes de notoriété. C'est fini en termes de notoriété. Oui, certains pensent que ça y est, c'est complètement fini. Oh, on n'a pas fait comme Franck Leboeuf qui a super bien joué de son image dans les pubs, etc. Nous, on l'a pas fait, tant pis. Non. Nous, on va mettre des choses en place. On garantit rien. Mais par contre, on a des choses à mettre en place pour que, même en après-carrière, on puisse jouir de son image et que ça rapporte de l'argent, tout simplement. Ouais, c'est intéressant. T'avais déjà pensé à tout ça quand tu jouais ? Non. Ou c'est venu après ? Beaucoup de choses sont venues après. En parlant avec d'autres joueurs, etc. Et toi, L'immobilier, ça, c'est vraiment ce qui me... L'immobilier, c'est venu pendant ta carrière et c'est après que tout t'est venu, quoi. Après, le reste, c'était des investissements, des associations qui ne prenaient pas trop de risques en termes financiers, donc c'était plus des coûts. Pas de risque en financier ou en termes de temps, quoi. Et après, les idées là, dont on parle actuellement, c'est vraiment en discutant avec les gens. Oui, c'est vrai. Là, la dernière chose qui m'est arrivée, c'est l'assemblée des anciens aiglons de l'OGC Nice. C'est des choses qui doivent rester entre nous normalement, mais je ne vais pas balancer quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des anciens qui, au fur et à mesure, ont le sentiment de ne plus être... je sais pas dire le mot, tu sais, utile. Pas utile, c'est pas ça. C'est des anciens qui ont fait la gloire de l'OGC Nice et on les reconnaît à leur juste valeur. Dans ma tête, ça m'a fait tilt tout de suite. Tout de suite. Ces gens-là, ils ont une histoire, ils ont des choses à raconter. Maintenant, ils ont un effort aussi à faire parce on est dans un nouveau monde avec plus forcément de réseaux, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de leur apprendre les bases? Tout simplement. Et après, de les faire revenir et de faire peut-être des conférences, des choses comme ça. Mais ils peuvent encore, même s'ils sont en après-carrière, ils peuvent encore vivre et faire une pierre 2-3 coups. Parce que s'il y a du pécunier, tu peux gagner de l'argent, en vivre et aussi raconter tes histoires. Et puis raconter tes histoires et raconter tes conseils, donner des conseils aussi. Bien sûr. Si on parle de conseils, quel conseil tu donnerais à un jeune qui est en carrière en ce moment-là ? De quel sport on va dire footballeur aujourd'hui. C'est un footballeur. Si là actuellement il a 25 ans, il joue en Ligue 1. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et je lui dirais de bien, ça je crois que je l'ai liké parce qu'il y a quelqu'un dans l'un de tes podcasts qui l'avait dit. Il a dit de bien séparer déjà le CGP, conseiller en gestionnaire patrimoine, et l'agent sportif. De bien séparer ça, parce que faut pas qu'ils le prennent mal quand je dis ça. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours un risque dans un investissement. Si ton agent sportif te propose quelque chose qui peut être une pépite, mais à un moment donné, il y a un risque pour une Y raison et qui te fait perdre de l'argent, la confiance, elle est brisée. Donc, vaut mieux éviter ça. Quitte à ce qu'il y ait aussi une possibilité de te faire gagner de l'argent, certes, mais vaut mieux l'éviter. Bien sûr. Le CGP, vaut mieux éviter qu'ils te disent « va jouer dans tel club, ça serait mieux pour toi ». Non. Parce que si ça se passe mal et que tu te fais le croiser dans le club où là, il t'a dit vas-y, tu vas presque lui en vouloir et lui dire moi je voulais pas aller là-bas. Tu vois. Donc prends tes propres décisions
différencie bien les gens qui savent faire leur savoir-faire. Ouais. Et surtout, questionne-toi. Si tu sais pas, demande. Ouais, tu peux demander. Ouais. Et quand tu es sûr de la réponse, tu dis ok, ça me parle, très bien. Mais si tu n'es toujours pas sûr, continue. Ah, bien sûr. Continue. Va lire un livre, va sur Internet. Maintenant, il y a toutes les intelligences artificielles pour répondre. Tu n'es toujours pas sûr, eh ben, va voir l'ami d'un ami qui voilà, tu demandes. Et au bout d'un moment, la réponse, elle est claire. Tu es sûr de toi. Et puis, tu as une connaissance d'acquise en plus et tu mets dans le bagage. Voilà. Et pour revenir à ça, c'est ce qu'on aimerait aussi dans les formations, permettre aux athlètes qui puissent acquérir ce genre d'informations à travers ces formations. Ah, bien sûr. S'ils n'ont pas envie d'aller à droite, à gauche, de chercher, etc. Bon, faut qu'ils cherchent un peu par lui-même quand même. Oui, parce que comme tu as dit mais, tout à l'heure pour les jeunes, c'est bien si... En fait, il faut apprendre à chercher. Oui, mais c'est bien d'avoir le condensé de base. Oui. Après, si on te dit l'immobilier, c'est bien, on te dit on t'explique le notaire, on t'explique on t'explique les frais de notaire, on t'explique les agences, etc. Donc ça, c'est bien de le savoir. Maintenant, on va pas te dire va acheter à Cannes, va acheter à Paris. On ne prend pas par la main. Ça, c'est à toi de le faire avec ton gestionnaire. On te donne le cadre, après c'est toi qui sais. Avec ton gestionnaire qui va t'aider parce qu'il va te dire financièrement, tu es capable de. Voilà, mais sache que si tu fais ça, attention, tu peux rentrer dans une fiscalité où tu peux avoir de l'impôt, etc. C'est là où le gestionnaire, il est censé t'aider. Chaque personne a sa place pour moi, c'est le plus important. Non, ce que j'aime bien du coup chez toi depuis qu'on parle, on s'est vu un petit peu avant, c'est que tu es curieux, tu es ouvert. Tu m'as raconté une anecdote par rapport à ton associé aujourd'hui qui travaillait dans les bureaux de Nice. Est-ce que tu veux la raconter ? Bah oui, parce que c'est un ami aujourd'hui, mais quand on a fait un investissement ensemble, du coup, qui fonctionne plutôt bien sur Cannes. Et en fait, cette association, elle n'aurait pu ne jamais exister. C'est simplement qu'un jour, on s'est recroisés. Et il a raconté à ma compagne, qui demandait comment on s'était rencontrés. Et il avait dit, Jérémy, c'était le seul qui venait dans les bureaux. Il venait dire bonjour dans les bureaux de l'OGC Nice, où on était à l'époque. Et moi, je dis, presque. Et alors, il dit, t'étais le seul à, voilà, tu viens, tu dis bonjour, t'as rien à gagner, t'es comme ça. Il me dit, je te le dis, tout le monde t'appréciait dans les bureaux parce que t'étais le seul à venir dire bonjour et après t'allais te changer, etc. Il me dit, c'est comme ça qu'un jour après, on s'est recroisés, on a pris un repas ensemble avec sa compagne aussi, on s'est mis à discuter par téléphone, tout ça. Puis un jour, il a eu une opportunité sur Cannes, un truc que tu vois même pas dans les annonces, etc. Ça sort jamais. Il m'a dit voilà, si t'es chaud, il y a ça. Et du coup, je suis parti. Ça a payé en quelque sorte. Ça a payé, mais tu l'as pas fait pour ça. Tu l'as fait parce que tu es quelqu'un de curieux, tu t'intéresses aux choses. Pour moi, ce que tu fais d'aller dire bonjour, c'est une des bases de notre sport parce que nous, on est joueurs, mais il y a aussi tous les gens qui travaillent autour. Pour moi aussi, c'est une des bases. Qui sont très importants dans le club. C'est vrai que là-dessus, on se rejoint pas mal. Ouais. Donc, je suis assez... J'aime bien voir ce que je vois aujourd'hui et ça confirme l'image que j'avais. Tant mieux. Merci. Que tu t'intéresses aux choses comme ça. Tu as toujours lu beaucoup de livres ? Pas forcément. Okay. Mais quand je m'intéresse à quelque chose, c'est vrai que je suis capable. Sur tout ce qui est l'immobilier, je les ai tous pris. Okay. Mais ce que je faisais, c'est que j'en avais pris un en audio, comme ça, pendant le machin, on pouvait. C'est plus facile. Covid, on pouvait s'entraîner. Tu avais pris des formations payantes ? Des formations payantes. Il y en a beaucoup maintenant sur l'immobilier, tu vois de quoi. Tu n'avais pas pris de. Jamais. Juste des livres comme ça. Des livres, des films. J'ai vu le film Fondation, tu sais, avec les frères McDonald. Ouais. Ça m'a fait un choc. C'est fou. Hein. Un choc. C'est fou. Donc les gens, ils découvriront. Je vous spoil pas, vous irez le voir. Mais il y a toujours de l'immobilier. Ok. Tu parles de passion. Donc l'immobilier, c'est devenu une passion. Ouais. Je sais aussi que tu cours pas mal. Tu as fait des marathons. Ouais. C'est arrivé juste après ta carrière, ça ? Ouais, je pense que discutant avec les anciens, justement, ils m'ont dit n'arrête pas le sport, donc je ne l'ai pas arrêté. Et la course à pied, j'ai pu le lire ça, mais plus tard. C'était un exutoire. J'ai pu en parler avec Stéphane Diagana, qui est président de l'athlétisme à Nice. Pareil, plus tard, parce que j'en ai fait beaucoup d'un coup. Et en discutant avec lui, je lui dis j'en ai fait... Juste à la fin de ta carrière, tu t'es mis à courir ? Pendant 1 an, je m'entraînais d'abord avec la Nice B, l'équipe B. Et puis après, je les ai laissés tranquilles. Et je me suis mis à la course. Okay. Et puis, c'est parti sur des 10 km. Ouais. Puis après, j'avais une application
J'ai le droit de dire des marques, là, je peux dire ce que je veux. C'était Adidas. Application Adidas pour avoir ton temps. Qui avait racheté Runtastic. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais sur mon application. Et du coup, il te mettait des défis. Il y avait des défis, et puis il y avait un truc, c'était Road to Dubaï. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, il disait, le 7 janvier prochain, il y a le marathon de Dubaï sponsorisé par Adidas. Okay. Et j'ai pris un collègue à moi, je lui ai dit, écoute, tu viens avec moi, c'est moi qui prends tout, à condition que tu fasses le marathon. Okay. Tu le finis comme tu le finis, mais tu le fais. Mais on y va. Tu te prépares un minimum. Il s'est préparé un minimum, et on est allé, on l'a fait. Excellent. On l'a fait, on s'est éclaté. Et en fait, moi, je pensais pas, j'avais déjà fait celui de Nice-Cannes. On m'avait lancé un défi. Donc, le Dubaï, c'était ton premier marathon? Non, Nice-Cannes, c'est mon premier, c'est un défi. Je finis en 4 heures, mais là, je veux plus jamais en faire. Là, je veux plus jamais le faire. Bon, tu avais du coffre en tant que joueur. Ouais. Ça, c'est ce que m'a précisé après Stéphane Diagana. Il m'a dit, tu as ceux qui ont dans les gènes, il y a ceux qui travaillent dur, il faut à peu près 1 an et demi pour te préparer. Et tu as aussi ceux qui ont un long passé sportif, qui peuvent finir le marathon, même en douleur atroce, mais tu le finis. Ouais. Donc, je l'ai fait. Mais tout de suite, mes premiers mots, c'est plus jamais. Plus jamais. Okay. Et finalement, c'est devenu une addiction, comme une autre. Et j'ai recommencé la course, etc. Et là, je les ai enchaînés. Là, je les ai vraiment enchaînés. T'as enchaîné les marathons? D'abord celui de Dubaï. Okay. Et je me suis dit, je vais douiller. Je vais avoir très mal, mais c'est pas grave. C'est une destination sympa, il fait beau, il y a de quoi faire pendant 3-4 jours, c'est sympa. Comme on disait, il faut essayer des choses. Voilà. Sauf que j'arrive là-bas et je me sens... extraordinaire. Ah ouais? Ah ouais, je fais 30 minutes de gain sur le truc. Donc t'as mis quoi? 3h30? 3h30, je finis sans blessure, sans douleur. Okay. Je finis à 18 km/h le sprint final. J'ai halluciné, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, c'était un ami à moi qui m'avait dit, tu sais, une fois dans ta vie, ça peut t'arriver ça. Ça m'est arrivé à Dubaï. Okay. Du coup, j'ai continué. Et donc là, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Paris, j'ai tout enchaîné à la journée, tu vois. J'embêtais pas ma famille, presque, ils me voyaient pas, tu vois. Je partais là... Fin de matinée, j'étais parti, j'ai récupéré mon dossard à Barcelone, je dors, je me réveille, je fais ma course, je reprends l'avion, je rentre chez moi. Okay. J'ai fait ça, et puis après, un petit peu de saturation, les vacances qui arrivent, etc. Ouais. Et puis voilà, des 10 km. Mais là, t'en fais toujours régulièrement? J'en fais toujours régulièrement. Bon, là, je me suis légèrement fait mal, mais sinon, il y a plein de jolies courses sur la Côte d'Azur, sur le Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a le Marseille-Cassis qui est magnifique, il y a des 10 km de partout, il y a des trails, il y a de l'UTMB, il y a... T'as essayé aussi les trails et tout Trail, j'aime moins. Après, on essaye de m'embarquer dans le triathlon avec Vincent, Isaiah. Je fais un petit coucou aussi. C'est plus dur de nager? Ouais, le nager, ça va. C'est le vélo, moi, qui m'embête un peu. Mais bon, il y a tellement de choses à faire que... Tu t'as remis les pieds dans une passion qui est énorme. Ouais. Okay. Donc, le sportif peut apporter à une entreprise. Quand tu as ton entreprise... et que tu arrêtes le sport, justement, tu peux retrouver plein de sports qui peuvent t'aider à te sentir bien dans ton entreprise. Au final, on se rend compte que les deux sont super liés. Et il y a aussi plein de moyens de rencontrer des gens de l'entreprise dans le sport. Exactement. La course à pied, j'imagine que quand tu es à bon niveau, tu as aussi beaucoup de mecs qui sont très... qui ont beaucoup de succès dans leur entreprise. Ouais. Et j'ai fait aussi, tu me posais la question tout à l'heure, ce que tu as fait après ta carrière. En fait, j'ai fait aussi pas mal de choses pour voir ce que je voulais pas faire. Me rendre compte de ce que je voulais pas faire, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses. Et commentateur, par exemple. J'aime pas trop ça, tu vois. Aller faire les trucs des matchs, j'ai essayé, mais j'aime pas trop ça, etc. J'ai fait des conférences. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je me rends compte, en ayant fait les conférences, que je me suis rendu compte que les personnes en face de toi, là, pour le coup, c'était des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, etc. Mais je me suis rendu compte que des entreprises, je comprends mieux pourquoi ils aiment bien avoir des sportifs en face d'eux et ils payent pour avoir un sportif. Je comprends. Parce que le sportif, il y a l'abnégation, il y a, tu vois, le côté lâche rien, détermination, tout ça. Et je pense que des fois, les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils veulent apporter à leurs salariés. Tu vois, une heure avec un sportif. Voilà, là, vous avez eu un échec, comment vous avez réagi, là, vous avez eu du succès, comment vous avez fait, et pendant une heure, tu peux discuter. Et c'est hyper important de pouvoir discuter avec des sportifs comme ça. Ça apporte plein de valeur. Ouais. Donc, tu as donné des conférences aussi, tu as fait... Je l'ai fait, mais gratuitement. C'était vraiment pour voir, encore une fois, si j'aimais faire ça. Ok. C'est pas là où tu t'épanouissais le plus, et du coup... Pas forcément. Par contre, dirigé vers autre chose. Par contre, si c'est pour des entreprises... avec des trucs bien précis, ça peut m'intéresser. Oui, je pense qu'à partir du moment où il y a
du vécu à apporter, là, oui, là, ça me Ouais, plaît. t'es OK pour Là, le ça faire. me pile. Ouais. T'es OK pour le faire. Mm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Écoute, que je puisse continuer à faire au niveau sportif. Bon, à tout Continue- niveau, Au niveau de la sportif, vie. que je puisse revenir de ma petite Que tu blessure. puisses recourir et mettre des Et chaussures revenir, normales. voilà, des chaussures normales et continuer à faire mes petites courses sur la Côte d'Azur. Que ma famille aille bien, que Ouais. mes enfants grandissent bien. Et Que pour ton mes projet, associations, que mes entreprises, que mes projets par rapport aux athlètes matchent Ouais. et fonctionnent bien. Je serais vraiment très, très heureux et très épanoui. C'est vraiment quelque chose qui me rendrait heureux, vraiment, de savoir, de pouvoir aider d'autres athlètes pendant leur carrière et pendant leur après-carrière, justement, grâce à tout ce que j'ai vécu. Si ça pouvait fonctionner, ça me rendrait vraiment heureux. Bah écoute, c'est Paganelli, on te le souhaite. Merci. Non, je te le souhaite de tout cœur et j'espère que ça le fera. Et puis avec plaisir pour faire des vidéos avec tes associés et en voir davantage sur ce que vous pouvez proposer. Ouais, je pense que c'est une bonne idée pour aborder l'aspect un peu plus technique. Je pense qu'ils auront des réponses qui pourront intéresser les sportifs qui t'écoutent. Avec plaisir. Mais en tout cas, merci Jérémy. Merci à toi.